Bonjour, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente du module histologie, plus précisément le premier type de tissu, c'est le tissu épithélial ou l'épithélium. Donc, sans perdre de temps dans l'intro, on commence directement. Donc, cette vidéo se forme de la partie 2 du tissu épithélial. Donc, on s'est arrêté la dernière fois dans les grands types de systèmes de jonction, ou ce qu'on appelle les systèmes de communication, où il y a une certaine communication entre deux choses. Donc, il y a deux grands types, des systèmes de jonction entre les cellules épithéliales. C'est logiquement qu'il y a une communication entre une cellule épithéliale et une autre cellule épithéliale. Euh, et le deuxième type, on a des systèmes de jonction entre les cellules épithéliales et la lame basale. Pourquoi on a dit la lame basale? Parce que la lame basale, c'est la liaison qui lie le tissu conjonctif et l'épithélium. Donc, c'est normal qu'il y a une certaine communication entre les cellules épithéliales au-dessus et la lame basale. Donc, on passe. Euh, on a déjà vu deux caractéristiques, à savoir l'origine et, euh, et on a vu aussi la cohésion. Donc, on va discuter sur la polarité. Donc, il y a deux grands types. Donc, il y a deux grands types de la polarité. Il y a la polarité cellulaire et la polarité fonctionnelle. Donc, on va commencer avec la polarité cellulaire. Ça veut dire quoi? Donc, la polarité cellulaire se définit par rapport à trois choses. Donc, on revient à la figure pour bien comprendre ce qu'on vient de dire. Donc ici, on a le pôle apical. On a dit l'autre fois que le pôle apical, c'est la face supérieure de la cellule. On a aussi ici le pôle basal. Donc, le pôle basal, c'est la face inférieure de la cellule euh, qui est liée à la membrane basale ou la lame basale. Et ici, bien sûr, on a la face latérale. Donc on revient. Donc la polarité cellulaire se définit par rapport à, premièrement, la surface de l'épithélium limitant le pôle apical qui est l'extrémité cellulaire. Donc qui est l'extrémité cellulaire vers le milieu extérieur. Bien sûr, ce qu'on voit ici. Donc, euh, donc, euh, pardon. Le pôle apical, c'est la face qui limite le milieu extérieur. Donc, bien sûr, ici, on a le milieu extérieur, ici, on a le milieu intérieur. Euh, Parce qu'on a aussi ici le tissu conjonctif. Donc, bien sûr, c'est le milieu intérieur, ici, c'est le milieu extérieur. Donc, la polarité, il se peut définir par rapport à la surface de l'épithélium, limitant un peu le pôle apical, qui est l'extrémité cellulaire vers le milieu extérieur. Aussi, il se peut définir par rapport à la membrane basale, limitant le pôle basal, qui est l'extrémité cellulaire, vers le milieu intérieur. C'est ce que je viens de dire. Ici, c'est le milieu intérieur, donc le pôle basal. Donc la membrane basale, il limite le pôle basal, qui est l'extrémité vers l'intérieur. Et aussi, il se peut définir par rapport aux cellules adjacentes. Ça veut dire quoi les cellules adjacentes? Ça veut dire ça, c'est une cellule et ça, c'est l'autre cellule. Donc, les cellules sont liées entre eux. Donc, aux cellules adjacentes limitant les faces latérales qui sont les extrémités vers les cellules adjacentes. Donc, ça, c'est les cellules adjacentes. Donc, il y a une certaine polarité qui limite les cellules adjacentes et les faces latérales. On passe au deuxième type de polarité, c'est la polarité fonctionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Les cellules épithéliales sont caractérisées par un compartiment cytoplasmique basal et un compartiment cytoplasmique apical. Donc, il y a le pôle apical et il y a le pôle basal, tout simplement. Au niveau du cytoplasme, les organites sont souvent orientés du pôle basal vers le pôle apical. Donc, l'orientation de la cellule se fait de cette région vers cette région, du pôle basal vers le pôle apical. Ça veut dire que les sécrétions de la cellule, ils sont posées ici, sur le pôle apical. Il vient du là jusqu'à là. Donc, on lit. Au niveau du cytoplasme, les organites sont souvent orientés du pôle basal vers le pôle apical. Donc, les produits synthétisés, ça veut dire que les produits sécrétés ou synthétisés par une cellule sont sécrétés généralement au niveau du pôle apical. Donc, c'est ce que je viens de dire. On passe. On passe à la classification des épithéliums. Donc, l'épithélium de son tour, il se divise en deux types. Il y a l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. Donc, d'après la morphologie, la localisation et la fonction. La morphologie, ça veut dire la structure externe.
Ça veut dire بالعربية الشكل, la localisation et la fonction. Donc d'après ces trois caractéristiques, on a divisé l'épithélium en deux grands types, l'épithélium de revêtement et l'épithélium glandulaire. Donc on va commencer d'abord avec l'épithélium de revêtement. Donc le mot revêtement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il couvre quelque chose, il tapisse sur quelque chose. Donc d'après le titre, on comprend que l'épithélium de revêtement, c'est l'épithélium qui couvre quelque chose. Donc, une petite définition, les épithéliums de revêtement sont des tissus qui jouent un rôle de revêtement recouvre la surface du corps, comme l'épiderme. L'épiderme, ça veut dire البشرة أو la peau, ou tapisse les cavités internes de l'organisme. Ou tapisse les cavités internes de l'organisme. Donc, ça veut dire quoi les cavités internes? Les cavités internes, tout simplement, sont les organes au sein du corps, comme par exemple l'estomac, le foie, etc. Donc, ce type de revêtement, il tapisse sur les cavités internes de l'organisme. Par exemple, les voies aériennes, le tube digestif, les voies urinaires, génitales, la cavité cardiovasculaire et pleurale. Qu'en passe. Donc, les classifications. Les épithéliums de revêtement sont classés principalement en fonction de ce épithélium de revêtement, il est classé sous deux fonctions. On peut trouver la forme de leurs cellules. Donc, on peut trouver des cellules longues, larges, hautes, et aussi ils sont classés par rapport à leur nombre de couches de cellules. Par exemple, on peut trouver une seule couche de cellules, qu'on peut trouver plusieurs couches. Donc, ça dépend de cela. On passe. On va commencer avec la forme de leurs cellules. Donc, il y a trois formes. Dans les épithéliums, on distingue trois formes. Donc, il y a trois formes qu'on voit ici. Donc, il y a les cellules pavimenteuses. Ça veut dire qu'ils sont larges, plus que hautes. On voit la figure ici pour comprendre. Donc, ici, ce sont les cellules pavimenteuses sous forme de rectangle. Donc, ils sont larges, plus que hautes. Donc, plus larges que hautes. Épithélium pavimenteux. On l'appelle épithélium pavimenteux. Exemple, l'épithélium qui couvre les poumons. On trouve ici les cellules cubiques. Donc, ils sont aussi larges, plus que hautes, mais la différence, c'est ces cellules pavimenteuses sont sous forme de rectangle, or que les cellules cubiques sont sous forme de cube. On voit ici la différence claire avec les cellules cubiques et les cellules pavimenteuses. Donc épithélium cubique, exemple, le rein. Les cellules prismatiques ou cylindriques, ils sont plus hautes que larges. Bien sûr, d'après le titre, on voit cylindrique, donc ils sont des cellules sous forme de cylindre. On l'appelle épithélium prismatique. On voit aussi les cellules prismatiques sous forme de cylindre. Ils sont plus hautes que larges, pardon. Donc, en fonction de leur nombre de couches cellulaires. Donc, il y a aussi trois formes, ou la trois types. Donc, on trouve l'épithélium simple, unistratifié. Ça veut dire quoi unistratifié? Ça veut dire les strates, une strate. Ce mot, il vient du strate. Donc, c'est quoi la strate? La strate, c'est la couche. Donc, uni, ça veut dire une seule, strate, ça veut dire une seule couche, comporte une seule couche de cellules. On voit aussi le deuxième type, l'épithélium stratifié. Stratifié, ça veut dire il comporte plusieurs couches de cellules. Les strates, ce sont des différentes couches de cellules. Donc, le dernier type, c'est l'épithélium pseudostratifié. Donc, pseudo, pseudo en arabe, c'est shibh stratifié. Donc, pseudo-stratifié, toutes les cellules reposent par un prolongement. Donc les cellules, donc on va voir la figure pour comprendre. Donc, ici, les cellules sont longues. Donc, il y a un prolongement de cellules. On voit aussi qu'il y a différentes positions de noyaux. On peut trouver un noyau vers le haut et un noyau vers le bas. Par un prolongement sur la lame basale, mais certains n'atteignent pas la surface apicale, qu'on voit ici. Donc, par exemple, c'est cette cellule-là. Donc, cette cellule-là, il atteint pas le pôle apical. On a dit que le pôle apical, c'est la face supérieure de la cellule. Donc, cette cellule-là n'atteint pas le pôle apical. Par contre, cette cellule-là, il atteint le pôle apical. Les noyaux des différentes cellules se trouvent à différents niveaux. Donc, c'est ce que je viens de dire. Le noyau ici, c'est vers le haut. Le noyau ici, c'est vers le bas. Donc, ici, on a l'épithélium simple, une seule couche. Les noyaux sont dans le même niveau. Ici, on a l'épithélium stratifié. Qu'on voit ici, il y a plusieurs couches. Et ici, on a l'épithélium pseudostratifié. Ça veut dire que les cellules se prolongent vers le pôle apical et certains n'atteignent pas le pôle apical. Bien sûr, les noyaux se trouvent dans différents niveaux. Si on a fait une combinaison entre les deux critères, la forme et le nombre. Donc, pavimenteuse, par exemple, pardon, simple. Donc, pavimenteuse, qu'on a dit, non, on a dit précédemment que pavimenteuse, ça veut dire qu'il est plus large que haute. Donc, on a la combinaison avec simple. Donc, on reçoit l'épithélium pavimenteuse simple. Ou si on a pavimenteuse et on a le nombre stratifié, ça veut dire plusieurs couches, on reçoit un épithélium pavimenteux stratifié. Et comme ça, on part. Donc, on passe.
Donc notez bien, les épithéliums de revêtement peuvent être classés aussi en fonction du type de différenciation apicale. Ça veut dire quoi différenciation apicale? Ça veut dire au niveau du pôle apical, on peut trouver des cils. Comme le montre la figure, il y a ici des cils. Donc on peut aussi classer les épithéliums de revêtement en fonction de la différenciation apicale. Par exemple, des cils vibratiles, des microvillosités. Donc les cils vibratiles, ce sont des cils simples, comme ça. Donc on a ici le mucus, on a les cils qui on a des cils qui dirigent le mucus. Donc il y a la microvillosité, il se représente sous 3 formes. Comme le montre la figure ici, on a des bordures en brosse, on a un plateau strié et on a des stéréocils. Donc les stéréocils, ils se rassemblent aux cheveux. On passe. On passe aux principaux rôles de l'épithélium de revêtement. Donc, on a plusieurs rôles de l'épithélium selon sa localisation. Par exemple, on a le premier rôle, c'est le rôle de protection. Donc ici, j'ai donné l'exemple par l'épiderme. Donc la peau nous protège contre le froid, la chaleur, les radiations et les chocs. Donc c'est une protection mécanique ou peut-être chimique contre les enzymes, les substances toxiques et l'acide chlorhydrique, HCl par exemple. Donc le deuxième rôle d'absorption se fait au niveau intestinal. Donc ici on a dit selon sa localisation. Donc au niveau intestinal, les microvillosités, seulement les deux premiers formes, le plateau strié et les bordures en brosse, comme la montre la figure ici. Donc ces deux formes facilitent l'absorption et l'échange des nutriments par les cellules. Donc ils facilitent la tâche de la capture et l'absorption des nutriments entre les cellules. Le troisième rôle, c'est le rôle de mouvement. Donc ce mouvement se fait à travers les stéréocils, comme la montre la figure ici, les stéréocils. Donc les stéréocils interviennent dans le mouvement unidirectionnel, ça veut dire une seule direction. Ils servent à disperser les substances sécrétées par la cellule. Donc les substances sécrétées, ce sont les produits synthétisés par la cellule. Par exemple, j'ai donné l'exemple du transport des spermatozoïdes dans l'épididyme. Donc les spermatozoïdes sont des cellules reproductrices mâles et l'épididyme, c'est un organe qui se trouve dans les testicules de l'homme. Donc ces stéréociles, ils facilitent le transport des spermatozoïdes dans l'épididyme. Au niveau de l'épithélium, et je donné un autre exemple dans les voies respiratoires. Donc dans les voies respiratoires, on a les cils vibratiles. Donc les cils vibratiles entraînent le mucus vers l'extérieur. Pardon. Ces cils vibratiles entraînent le mucus vers le milieu extérieur. Donc, le quatrième rôle, pardon, et le dernier, donc il y a un rôle d'échange. Donc, au niveau des voies respiratoires, donc dans le système respiratoire, il y a un échange air-sang. Donc, le sang qui vient du cœur et l'air qu'on transpire, et l'air, pardon, qui vient de la transpiration, du processus de la transpiration. Donc, il y a un échange air-sang. Donc, on passe. On va voir l'épithélium glandulaire, c'est le dernier type de l'épithélium, ce sont les glandes. En arabe, on dit le rouded. Donc les glandes. Donc les glandes, elles sécrètent des substances ou des hormones. Donc une petite définition, donc l'épithélium glandulaire, c'est un ensemble de cellules dites glandulaires juxtaposées et jointives. Pourquoi ils sont juxtaposés et jointifs? Tout simplement parce qu'on parle de l'épithélium. Et l'épithélium, il rassemble un ensemble de cellules qui sont juxtaposées et jointives. J'insiste sur jointif et juxtaposé parce qu'on va voir dans le deuxième type de tissu, le tissu conjonctif, dans le prochain vidéo, que les cellules ne sont pas jointives. Donc les caractéristiques de l'épithélium glandulaire ou les glandes, donc ils sont spécialisés dans la sécrétion de substances. Donc d'abord, il faut distinguer entre le mot sécrétion et le mot excrétion. Excrétion. Donc ça veut dire quoi? Sécrétion, ça veut dire quoi? Excrétion. Donc sécrétion, ça veut dire qu'il y a une production ou la sécrétion des substances à l'extérieur du corps. Contrairement à l'excrétion. L'excrétion, c'est la sécrétion des substances à l'intérieur du corps. Donc c'est la différence entre les deux. On continue. Donc ces cellules-là, il se peut être isolées ou groupées en amont. Donc, ça veut dire quoi? Amas, ça veut dire en masse, groupé en amas
ou en masse, de forme et de volume variés. Associé à un tissu conjonctif richement vascularisé, c'est normal parce qu'on parle de l'épithélium. Donc en face, pardon. Donc les glandes peuvent être attachées à la paroi d'organes comme les glandes œsophagiens, gastriques, intestinales, trachéales, comme ils peuvent constituer des organes en entier comme l'hypophyse, la thyroïde, les protides. Donc cette phrase, ça veut dire pardon, que les glandes peuvent être attachées à la paroi d'organes, comme la montre ici la figure. Donc c'est la glande surrénale qui se trouve à la face supérieure des reins. Par contre, il se peut constituer des organes en entier, comme la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est une glande sous forme de papillon. Il se situe à la base du cou. Donc, c'est la thyroïde qui constitue un organe en entier et en même temps, c'est une glande. Ou les glandes mammaires. Donc, les glandes mammaires, ce sont les seins de la femme. Donc, ce sont des glandes et en même temps, ce sont des organes dans l'organisme. Le pancréas, le foie aussi. Donc le kabid, c'est une glande qui constitue le corps humain. Donc on passe à la classification selon le lieu d'excrétion. Donc on a dit que l'excrétion, c'est la sécrétion externe. Donc externe, ça veut dire à l'extérieur du corps. Donc, pardon, excrétion, on distingue trois types de glandes. Donc l'épithélium glandulaire se divise en trois types. On a le premier type, c'est les glandes exocrines. Donc, ce sont des glandes à sécrétion externe. Bien sûr, on a dans le mot ici exo, ça veut dire externe. Donc, il y a une sécrétion externe. Leur produit de sécrétion est excrété. Donc, on dit excrété, on ne dit pas sécrétion. Donc, excrété à la surface de l'épithélium externe. L'épiderme, par exemple, ou interne, épithélium gastrique. Donc, la figure ici montre clairement que la glande exocrine excrète leurs produits vers l'extérieur. Donc, cette flèche jaune montre que les substances synthétisées à l'intérieur ici, ils sont sécrétées vers le milieu extérieur. Par contre, il y a un deuxième type de glande, ce sont les glandes endocrines. Donc, on va voir la figure. Donc, cette glande endocrine, il sécrète les produits synthétisés à l'intérieur vers l'intérieur du sang, donc dans le sang. Donc, cette partie en rouge représente le sang. Donc, ces flèches-là montrent qu'il y a une sécrétion dans le sang, donc dans le milieu intérieur. Par contre, ici, il y a dans le milieu extérieur. Donc, hormones sécrétées dans le sang. Donc, ils libèrent leurs produits de sécrétion dans le sang. Ou glandes à sécrétion interne. Donc, ce sont des glandes à sécrétion interne. Et ils sont entourés d'un tissu conjonctif. Bien sûr, on parle de l'épithélium très vascularisé, selon l'organisation cellulaire. Donc, ces glandes endocrines, ils se divisent en deux sous-glandes. Donc, on a deux sous-types, pardon. Donc, les glandes réticulées et les glandes vésiculaires. Ça veut dire quoi, les glandes réticulées? Ce sont des glandes sous forme de cordon. Donc, ils sont organisés sous forme de cordon. Les cellules sont organisées en cordons épais, séparés par des espaces conjonctivo-vasculaires riches en capillaires, donc riches par le sang, non, riches en sang, pardon, comme la montre la figure ici. Donc, on voit clairement que la glande est organisée sous forme de cordon ici, ce sont les cordons, et il y a un milieu conjonctivo-vasculaire, ici riche en capillaires. Donc ces points-là, rouges et bleu représentent les capillaires sanguins. Par contre, les glandes vésiculaires ou folliculaires. Donc, folliculaire, ça veut dire sous forme arrondie. Les cellules délimitent des vésicules ou là des formes arrondies. Les vésicules, ça veut dire les follicules ou là des formes arrondies, constituées par un épithélium simple. On a dit que l'épithélium simple, il se constitue par une seule couche de cellules bordant une lumière large remplie de colloïdes. Donc, on va voir la figure ici. On voit clairement que l'épithélium est simple parce qu'il y a une seule couche de cellules. Ici, on trouve la membrane basale ou la lame basale qui sépare l'épithélium du tissu conjonctif sous-jacent. Ici, on a
Le colloïde, c'est un liquide à l'intérieur de la vésicule. Donc, on voit clairement la différence entre cette glande et cette glande. Cette glande est représentée ou là organisée sous forme de cordon. Par contre, cette glande est organisée sous forme de vésicule de forme arrondie. Donc, c'est une follicule thyroïdien au niveau de la thyroïde. Dernièrement, le dernier type des glandes, des glandes, ce sont les glandes amphicrines. Donc, ces glandes sont à la fois exocrines et à la fois endocrines. Donc, il assure les deux fonctions exocrines et endocrines. Et ces glandes amphicrines, pardon, et ils se divisent en deux sous-glandes. Donc, maintenant, les glandes amphicrines homotypiques et les glandes amphicrines hétérotypiques. Ça veut dire quoi, homotypique? Donc, si on a divisé le mot en deux, on reçu homo et typique. Donc, typique, ça veut dire type. Homo, ça veut dire un seul type. Par contre, il y a maintenant le contraire. Maintenant, hétéro et typique. Typique, ça veut dire type. Et hétéro, ça veut dire plusieurs. Donc, les glandes amphicrines homotypiques, un seul de cellules, assurant les deux fonctions. Donc, par exemple, le foie ou l'hépatocyte au niveau du foie. Donc, le foie, c'est un seul type de cellule qui assure une fonction exocrine. euh, donc les hépatocytes, ce sont des cellules au niveau de la glande du foie ou du foie tout simplement. Donc ce mot, on peut séparer ce mot, pardon, on peut diviser ce mot en deux, hépato et cyte. Cyte, ça veut dire toujours cellule. Hépato revient au foie, donc les cellules du foie. Donc ces cellules de foie, ils jouent à la fois la fonction exocrine et la fonction endocrine. Donc la fonction exocrine dans la sécrétion de la bile et une fonction endocrine dans la sécrétion de plusieurs substances dans le sang. Donc une seule type de cellule joue le rôle, donc assure les deux fonctions, ou la joue le rôle de exocrine et endocrine. On passe. Donc les glandes amphicrines hétérotypiques, c'est le contraire d'homotypique. C'est le cas du pancréas. Donc le pancréas, on a deux types de cellules. On a des cellules des îlots de Langerhans et des cellules acineuses. Donc les cellules de Langerhans, ils sont endocrines et sécrètent l'insuline. Donc donc nous savons tous, ça veut dire quoi l'insuline et le glucagon. Ce sont des hormones qui assurent l'équilibre de la glycémie dans le sang. Et les cellules acineuses, ils sont exocrines. Ça veut dire ils sécrètent des enzymes digestifs. Donc on va voir les figures. Donc ici, on a une glande amphicrine homotypique au niveau du foie. Donc c'est une cellule au niveau du foie. Il joue le rôle d'exocrine et endocrine en même temps. Donc ici, on a une glande amphicrine hétérotypique au niveau du pancréas. Donc c'est une cellule au niveau du pancréas. Donc ces cellules à l'intérieur, ce sont les cellules des îlots de Langerhans. Et ces cellules-là qui sont groupées en amas, ce sont des cellules acineuses. Donc ces cellules acineuses assurent la sécrétion de... Pardon. Donc, on a dit qu'il assure la sécrétion des enzymes digestives. Donc, ils sont endocrines, ils sont exocrines. Et ces cellules des îlots de Langerhans, elles assurent la sécrétion de l'insuline et du glucagon. Donc, ils sont endocrines. Donc, on s'arrête là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. On va commencer l'explication du nouveau type de TSE, c'est le TSE conjonctif. Donc, je vous dis au revoir.